C'est bon pour moi, je pense qu'on peut commencer. Euh, Bon, bah, et puis, si jamais ils pourront rejoindre en cours de route. De toute manière, on revoir le début en visioconférence. oui, non, et puis n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions, ou même au fur et à mesure, parce que parfois les questions elles viennent comme ça. Donc, je me présente, je m'appelle Thomas Muller, donc je suis commissaire-priseur de vente volontaire et de vente judiciaire. Donc, mon étude est 18 rue de Provence, donc c'est derrière Drouot. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Drouot, si vous êtes déjà allé à Drouot. Je suis également au conseil stratégique de Drouot. Donc ça, c'est sur la partie volontaire. Et je suis membre de la chambre judiciaire des commissaires-priseurs de Paris. Et puis délégué à la chambre nationale aussi des commissaires de justice, qui est une nouvelle profession dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est issue de la loi Macron, qui va entrer en vigueur très rapidement maintenant. Donc, je vais vous présenter un peu le métier, la manière dont on l'exerce et la situation actuelle avant d'envisager la manière dont les choses ont évolué avec cette loi Macron. Donc déjà, voilà, comment on devient commissaire-priseur. Donc, commissaire-priseur, aujourd'hui, il faut avoir une double licence. Double licence, histoire de l'art et droit. Une fois que vous avez cette double licence, ça vous permet de passer l'examen. Ça vous permet de passer l'examen de commissaire-priseur, qui est organisé par le Conseil des ventes. Donc, l'examen de commissaire-priseur, c'est une épreuve de droit à l'écrit et une épreuve d'histoire de l'art. Alors là, les résultats, vous voyez, sont sortis hier. Il y a à peu près 120 personnes qui se présentent par an. Là, cette année, ils sont 35 admissibles aux euros. Et donc après, il y a les euros où généralement, ça tourne autour de 20-25 personnes. Alors, c'est toujours pareil, c'est présenté comme un concours, mais ce n'est pas un concours puisqu'il suffit d'avoir la moyenne pour être admissible. Mais on sait aussi que tous les ans, c'est le même nombre de personnes. Donc, vous voyez, c'est un peu comme les examens d'avocat. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine note pour l'avoir. C'est une forme de concours un peu, peut-être un peu déguisé. Donc, vous avez une épreuve d'histoire de l'art, une épreuve de droit. Alors, je ne sais plus si c'est 3 heures ou 4 heures par épreuve, enfin, peu importe. Généralement, le droit, c'est un sujet général et puis un sujet qui touche au marché de l'art. L'histoire de l'art, ce sont des sujets à la fois généraux et pointus. Euh, donc, ça peut aussi bien tomber sur la Renaissance que tomber sur les femmes artistes. Donc, ça peut être à la fois très généraliste et aussi très pointu. Une fois que vous avez l'examen et que vous êtes admissible aux oraux, donc après, il y a les examens oraux. Donc, à l'oral, il y a de nouveau une épreuve de droit qui tourne essentiellement sur la déontologie, qui tourne sur le droit du marché de l'art essentiellement. Une épreuve d'histoire de l'art. Vous avez un temps de préparation. Donc, vous tirez un sujet au sort, qui peut être par exemple l'art nouveau. Vous tirez ça, vous faites votre présentation. Une fois que votre présentation est finie, on vous interroge sur plein de petites questions du type est-ce que vous connaissez les poinçons d'argenterie? Est-ce que vous savez ce que c'est une salade? Ce qu'est un casque militaire? Donc, on vous pose plein de petites questions. Vous avez aussi une petite épreuve d'anglais. Très franchement, ça ne va pas très loin. Vous avez aussi une petite épreuve de compta. Et de mémoire, ça doit être tout. Il existe des prépas. Aujourd'hui, il y en a deux actuellement. Il y a un ami qui fait une prépa et vous avez Assas qui prépare une prépa aussi. Donc, je sais que c'est un peu des ennemis, mais voilà. Assas fait une prépa qui est rue Blaise des Goffes, qui est assez bien foutue parce que vous balayez assez rapidement à la fois l'histoire de l'art, l'art décoratif, parce qu'il n'y a pas que l'histoire de l'art, il y a aussi tout ce qui est art décoratif, donc meubles, objets d'art, et puis surtout le droit, ils mettent le point vraiment sur les enjeux de la profession et sur des sujets qui peuvent tomber à l'examen. Et après, vous avez aussi une prépa. Dans la même prépa, vous avez des cours en comptabilité.
généralement, chose qu'on n'a jamais abordée avant. Mais la prépa suffit, entre guillemets, pour pouvoir passer l'examen après. Il y a eu une époque, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a eu une époque où quasiment 100% des gens qui avaient l'examen avaient fait un jour ou l'autre la prépa. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que j'ai passé, en fait, pour passer l'examen d'entrée, vous avez droit 3 fois. Moi, personnellement, la première fois, je ne l'ai pas eu. La deuxième fois, j'ai été admissible aux euros. On n'était que 24. Ils en ont pris 20. J'ai fait partie des 4 connards recalés. Donc, ça a été un petit peu pénible, mais j'y suis retourné et je l'ai eu à la dernière année. Voilà. Donc, et j'ai fait un morceau de prépa la deuxième année et j'ai fait la prépa complète la troisième année. Voilà. Donc, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait dès la première année parce que je pense que ça m'aurait aidé aussi de la faire parce que vous avez beau prendre des livres, il y a ce qu'on appelle le Duret-Robert, qui est un journaliste du marché de l'art qui a fait un livre assez complet sur le droit du marché de l'art. C'est Duret-Robert. Néanmoins, c'est un monsieur qui a plus de 80 balais. Et il n'y a pas des éditions tous les ans. Et nous, on a régulièrement des réformes sur notre métier. Et évidemment, même s'il aborde les choses, il y a toujours ce côté où on est avec un prof de droit en face de nous et qui met vraiment le point sur les sujets importants de notre profession, ce qui n'est pas toujours facilement, ce qui est parfois un peu difficile qu'on est face à un livre, de se rendre compte que c'est vraiment un point important. Et voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à conseiller de faire la prépa, même s'il y a des gens qui arrivent à avoir l'examen, sans la faire. Voilà. Donc, une fois que vous avez cet examen de commissaire-priseur, ce qu'on appelle l'examen d'entrée, après, vous avez 2 ans de stage. Donc, il faut trouver un stage chez un commissaire-priseur. C'est plus ou moins facile. C'est-à-dire qu'en province, c'est très facile d'avoir un stage, mais comme la plupart des gens veulent avoir un stage à Paris, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, moi, je pense que les meilleurs stages se font en province et pas à Paris. Voilà, parce que à Paris, très souvent, par exemple, si je prends ne serait-ce que mon cas, on a tous nos objets d'art qui sont dans des garde-meubles. Et donc, à la fois, vous êtes au contact de l'œuvre, mais pas autant qu'en province où les œuvres sont vraiment à disponibilité et sont dans les mêmes locaux que là où vous travaillez. Donc, très souvent, les gens qui font des stages à Paris, au final, ne voient les objets qu'au moment des expositions, avant la vente. Et très franchement, pendant les expositions, vous n'avez pas forcément le temps de les voir parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Donc, vous avez 2 ans de stage. À la fin de la première année, vous avez un autre examen qui est un examen qui est à la fois un examen volontaire, c'est-à-dire qui porte sur les objets d'art, et un examen judiciaire, donc qui porte aussi sur ce qu'on appelle le matériel industriel. Donc, on va vous demander qu'est-ce que vous trouvez dans une boulangerie comme matériel? Qu'est-ce que vous trouvez dans une ferme comme matériel? Voilà, on va vous poser qu'est-ce que vous trouvez dans une chaudronnerie, qu'est-ce que c'est la météorologie, enfin, etc. Ça, c'est en première année. En fin de première année, il y a aussi un examen déontologique. Alors, pour vous rassurer, généralement, sur une promotion, on va dire, de 25 personnes, vous en avez qu'un ou deux qui le foirent. Bon. Après, vous avez la deuxième année. Donc, la deuxième année, c'est juste la continuité de votre stage. Et en fin de deuxième année, vous avez un autre examen qui consiste à faire ce qu'on appelle un tour de salle. C'est-à-dire qu'on vous met une vingtaine d'objets de mobilier, objets d'art dans la salle, que vous devez décrire comme les descriptions que vous pouvez trouver dans un catalogue de vente aux enchères. Donc, c'est une commode, par exemple. Donc, c'est une commode en bois de plaquage, ouvrant à 3 tiroirs avec des pieds galbés, avec un dessus marbre, qui est d'époque 18e, enfin d'époque Louis XV. Voilà. Et en face, vous mettez une estimation. Vous avez de nouveau un examen déontologique, donc un examen de droit par rapport au droit du marché de l'art. Et puis, une fois que vous avez cet examen-là, vous êtes commissaire-priseur de vente volontaire. Et après, il reste l'examen judiciaire. Donc, l'examen judiciaire qui arrive quelques jours après l'examen volontaire.
Donc, l'examen judiciaire, alors lui, pour le coup, il est complètement judiciaire. Donc, vous allez avoir une épreuve de matériel industriel où on va vous montrer, par exemple, moi, c'était mon cas, des photos d'un coiffeur. Voilà, des locaux d'un coiffeur, comment on estime les choses, quelle estimation on met sur des miroirs, sur des fauteuils de coiffeur. Voilà. Et on vous pose aussi un certain nombre de questions plus générales sur les objets. On vous montre un tracteur, on vous demande à quoi se sert ce tracteur, etc. Donc ça, c'est pour le côté judiciaire. Vous avez également de nouveau une épreuve de droit déontologique. Donc ça va être purement lié au marché du judiciaire. Donc ça peut tomber aussi bien sur les liquidations judiciaires. On va dire que c'est un peu plus, c'est du droit pur, mais lié au marché de l'art. Mais si vous n'avez pas de chance, vous tombez aussi, par exemple, sur un président de cour de cassation qui vous demande plutôt des choses sur les voies d'exécution, sur la composition du conseil de la cour de cassation, alors même que, très franchement, pour notre métier, ça ne nous sert pas à grand-chose. Voilà. Donc ça, c'est pour passer l'examen. J'ai oublié de vous dire que pendant cette période, donc vous êtes en stage chez un commissaire-priseur et donc vous êtes rémunéré au SMIC. Voilà, pendant les 2 ans. Une fois que vous avez l'examen de commissaire-priseur, vous avez le droit soit de vous installer, bien sûr, soit de devenir ce qu'on appelle commissaire-priseur habilité dans une étude de commissaire-priseur. Donc, ce qui vous donne le droit de tenir le marteau, de faire des choses, même si vous n'êtes pas installé. Alors, les conventions collectives, je sais que c'est important. Donc, les conventions collectives sur une maison de vente aux enchères, c'est à peu près 2 200 € net par mois. Voilà. Sachant que je peux vous dire que des heures sup, il faut en faire. Voilà. Et généralement, elles ne sont pas rémunérées. Sur le judiciaire, si vous êtes embauché sur une étude judiciaire, c'est un peu plus que ça tombe plutôt aux alentours de 3 000 € par mois sur le judiciaire. Mais aujourd'hui, il y a peu de commissaires-priseurs qui embauchent sur le judiciaire parce que c'est un peu particulier. Donc, comme vous l'avez compris, en fait, on a 2 casquettes. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 2 sociétés. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une maîtrise d'histoire de l'art, une licence de droit, j'ai eu l'examen de commissaire-priseur, j'ai travaillé pendant 10 ans chez un commissaire-priseur, et après ces 10 ans où j'étais salarié comme commissaire-priseur de vente volontaire, je n'ai pu m'installer. Donc, j'ai créé une maison de vente avec mon associé qui s'appelle Crémuller, qui est une maison de vente qui est installée rue de Provence, donc, et on fait nos ventes à Drouot. Drouot, j'en en reparlerai un peu, c'est un fonctionnement particulier. Et à côté de ça, j'ai mon étude judiciaire. Donc, l'étude judiciaire, on prête serment. Donc, une étude judiciaire, c'est comme un notaire, c'est comme un huissier de justice. C'est-à-dire qu'on va devant le tribunal en robe et on prête serment. Donc, c'est vraiment une charge sur le judiciaire. Voilà. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un distinguo entre les ventes volontaires et les ventes judiciaires. Les ventes volontaires, c'est par exemple, vous me dites, j'ai un tableau à vendre, ma grand-mère est morte. De toute manière, nous, notre base de métier, c'est les 3D, hein, Death, Décès, Divorce. Vous avez un tableau à vendre, vous appelez un commissaire-priseur, le commissaire-priseur le met en vente, c'est ce qui s'appelle une vente volontaire. Après, vous avez les ventes judiciaires. Donc, les ventes judiciaires, le domaine d'application, c'est plutôt tout ce qui est liquidation judiciaire, donc les faillites. C'est également à partir du moment où vous avez une décision judiciaire qui rentre en compte pour la vente, ça devient judiciaire. Donc, il y a la liquidation, mais il y a aussi les tutelles. Et il y a aussi, mais c'est assez marginal, les saisies. Voilà. Les saisies que vous pouvez faire chez des particuliers. Alors, ça peut paraître un peu salaud, entre guillemets, comme métier sur la partie judiciaire. Mais une fois que vous la pratiquez, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et que, par exemple, quand vous faites des liquidations, je peux vous assurer que les gérants d'entreprises véreux qui tombent en liquidation sont très nombreux. Et que très régulièrement, vous n'avez aucun remords à faire la vente parce que, au final, ce sont des gens qui ont planté plein de gens
et que voilà, c'est pas un problème, c'est de la voie d'exécution. Donc, il y a un moment donné, c'est de la justice qui vous ordonne d'exécuter les choses, donc il faut le faire aussi. Ça fait partie du métier. Moi, personnellement, j'ai fait de la liquidation un petit peu. Bon, c'est pas trop mon kiff. J'aime pas trop ça. Et j'ai jamais fait de saisie chez des particuliers. C'est un domaine, moi, qui m'amuse pas beaucoup, qui est un peu compliqué. Et, je suis très vente volontaire. Et aujourd'hui, quand je fais du judiciaire, c'est essentiellement pour des tutelles. Donc, vous êtes là pour protéger les gens et pour faire en sorte que les gens qui ont un patrimoine et qui sont mis sous tutelle ou sous curatelle, en gros, vous protégez leur patrimoine puisque vous faites un inventaire et éventuellement une vente qui permet d'ailleurs de financer éventuellement une maison de retraite ou des choses comme ça. Donc ça, c'est les deux aspects de notre métier. C'est le côté volontaire et le côté judiciaire. Voilà. Alors, ça, c'était jusqu'à il y a quelques temps. Aujourd'hui, je vais commencer, je pense, par le judiciaire, parce que même si les gens font plutôt, dans notre métier aujourd'hui, du volontaire plutôt que du judiciaire, parce que c'est quand même plus marrant, néanmoins, le judiciaire est une part très importante dans notre métier. Alors, un peu moins à Paris, mais en province, les commissaires-priseurs qui vivent ont à la fois du volontaire et du judiciaire. Et donc, on a eu la loi Macron, à l'époque où Macron était ministre. Voilà. Et la loi Macron, ça a été un truc un peu étrange, c'est-à-dire qu'on nous a dit, vous, commissaire-priseur, vous êtes 500 en France, parce qu'on est à peu près 500 en France, donc on est un métier où on est quand même très peu nombreux. Vous allez fusionner avec les huissiers. Parce que vous comprenez, vous avez un socle commun. Donc, comme vous avez un socle commun d'études, vous allez fusionner ensemble. Sauf qu'on a certes un socle commun, mais c'est comme un petit peu si vous permettiez à un dentiste de faire des accouchements. Vous voyez, c'est l'absurdité de la chose. Donc, les huissiers qui n'ont jamais fait d'histoire de l'art, aujourd'hui, vont pouvoir faire des ventes aux enchères. Alors, ils avaient déjà le droit dans des zones où, en fait, le commissaire-priseur n'avait pas le monopole. Donc ça, c'est une notion importante dans notre métier. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que c'est un peu compliqué. Mais à partir du moment où on a une charge, on bénéficiait d'un monopole à la résidence. Voilà. Avant la loi Macron, on a vu une autre loi en 2001 qui était… en fait, si vous voulez, avant 2001, le commissaire-priseur, c'était comme un huissier, un notaire à 100%. C'est-à-dire que toutes les ventes étaient judiciaires, avec un tarif qui était déterminé par décret. Donc, tout ce qu'on vendait était, quoi qu'il arrive, judiciaire. En 2001, il y a eu la fin du monopole. La fin du monopole a fait que les anglo-saxons, Sotheby's, Christie's, etc., ont eu le droit de venir en France et de s'installer. Avant, ils n'avaient pas le droit, puisque c'était judiciaire. Évidemment, l'Europe déteste tout ce qui est monopole, donc il y a eu des évolutions à ce niveau-là. Et donc, Macron, très récemment, a fait cette loi qui fait qu'au niveau judiciaire, on va fusionner avec les huissiers. Donc, moi, demain, déjà aujourd'hui, en fait, j'ai une formation, même si, très franchement, je ne sais pas comment faire un constat. J'ai une formation qui me permet, si je veux, demain, d'aller faire des actes d'huissier. Voilà. Donc, je peux aller faire n'importe quelle saisie, n'importe quel constat d'huissier, alors même que je ne sais pas le faire, et que les huissiers ont le droit de faire, suite à la formation, un certain nombre d'actes qui correspondent à notre métier. Voilà. Ils avaient, comme je vous le disais, déjà le droit de faire un certain nombre de ventes, là où il n'y avait pas de commissaire-priseur. Mais bon, là, nous, on était 500 en France, là, on devient 4000. Donc, je vous avouerai que pour nous, la donne est un petit peu différente parce que on était entre guillemets un peu protégés par notre métier et que là, tous les gens qui ont pu acheter des études de commissaire-priseur récemment ont un peu les boules. Voilà. Donc ensuite, aujourd'hui, pour devenir commissaire-priseur, enfin aujourd'hui, disons dans 1 ou 2 ans, il va y avoir 2 chemins. Le chemin que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui demande d'avoir une double licence histoire de l'art et droit,
et vous passez par le conseil des ventes, l'examen dont je vous ai parlé. Et il y aura aussi une école de commissaire de justice. Donc, l'école de commissaire de justice, c'est un peu compliqué aujourd'hui de vous en parler parce que normalement, la première promo aurait dû rentrer cette année, mais avec le confinement et tout ça, je vous avouerai que je ne sais pas trop où on en est. Donc, je crois qu'il faudra un master de droit pour entrer dans l'école de commissaire de justice, qui est un peu l'équivalent d'huissier en fait à l'époque. Mais à partir de cette école de commissaire de justice, vous aurez aussi des passerelles pour devenir commissaire-priseur de vente volontaire. C'est-à-dire qu'il y en a des passerelles, il y en aura dans les deux sens. La seule chose qui est sûre, c'est que plus ça va, plus on va dans une distinction entre le commissaire-priseur de vente volontaire et le commissaire-priseur de vente judiciaire. Avant, c'était une profession avec deux casquettes. Enfin, à la base, c'était même une profession avec une seule casquette. C'est devenu une profession avec deux casquettes. Et demain, plus ça va, plus il y aura d'un côté ceux qui vont vendre des objets d'art et ceux qui vont vendre des usines. En gros, c'est ça. Et qui feront aussi des constats, qui feront aussi toute l'activité des huissiers de justice aujourd'hui. Bon, c'est un métier, j'en sais rien, pour moi, qui ne me fait pas rêver, mais qui est un métier plus lucratif que commissaire-priseur. Ça, je peux vous le dire. Alors, du côté volontaire, alors je ne sais pas si c'est celui qui vous intéresse plutôt, si les gens connectés sont plutôt en mode objet d'art ou plutôt en mode judiciaire. Mais c'est vrai que notre profession de commissaire-priseur de vente volontaire, c'est celle qui permet de vendre les tableaux, qui permet de vendre les meubles, qui permet à peu près de tout vendre, à part votre mère. Donc, c'est une société qui s'exerce, et encore, c'est bien éventuellement, c'est une société qui s'exerce sous la forme d'une société commerciale. Donc, ça peut être aussi bien une SARL, une SAS, une SA. Vous avez un organisme d'utilité publique qui s'appelle le Conseil des ventes, qui est celui qui organise l'examen, mais c'est aussi lui qui organise la discipline. C'est un organisme, la plupart du temps, les commissaires-priseurs ne l'aiment pas trop, parce que ce sont des gens qui sont issus de la société civile, qui ne connaissent pas forcément toujours notre métier et qui sont toujours prêts à nous taper sur les doigts dès qu'il y a un problème. C'est aussi eux qui gèrent les déclarations d'installation, les habilitations, etc. Alors après, on peut faire un petit distinguo aussi sur les ventes parisiennes et les ventes de province. Parce que dans notre métier, il y a toujours eu une grosse distinction entre la province et Paris. Parce qu'à Paris, il y a Drouot. Et que Drouot est un lieu un peu spécial. C'est la plus grosse salle des ventes d'Europe, voire du monde. Je ne saurais pas trop m'avancer là-dessus. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que Drouot, c'est un lieu assez magique. C'est un musée éphémère constamment. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Mais Drouot, en gros, vous avez 16 salles. Donc, ça veut dire qu'il y a des jours où vous avez 3000 objets qui passent dans la journée en vente. C'est un peu le Rungis du marché de l'art, si je puis dire. C'est un endroit assez exceptionnel. Alors, pour vendre à Drouot, pendant longtemps, il fallait être actionnaire de Drouot. Donc, on achète des actions de Drouot. On est tous indépendants les uns des autres. On est 65 ou 70 commissaires-priseurs à Drouot. On est tous indépendants. On achète des actions pour pouvoir y vendre. Alors là, il y a eu des changements à Drouot. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne voudrait pas acheter d'actions parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter d'actions ou il n'a pas envie d'acheter des actions pourrait tout de même venir vendre à Drouot. Et Drouot, si vous voulez, il faut comprendre que pendant très longtemps, les commissaires-priseurs parisiens n'avaient pas le droit de vendre ailleurs qu'à Drouot. Voilà. Il y avait une obligation de résidence sur la vente. Et donc, les gens devaient forcément venir vendre à Drouot. Voilà. Alors, les choses aujourd'hui ont évidemment évolué. Les maisons de vente ou les hôtels des ventes se sont multipliés et vous n'êtes plus obligé aujourd'hui de venir à Drouot pour faire des ventes aux enchères. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la manière dont on sort les objets. Les objets, nous, on vend presque 10 000 objets par an. Nous, on va dire qu'on est une étude moyenne
en termes d'adjudication. On vend à peu près l'année dernière, on a fait 27 ventes. On a adjugé pour 4,5 millions d'objets. Ça représente à peu près 10 000 objets sur l'année. Donc, c'est une étude moyenne. Vous en avez, les grosses études vont faire 30 millions. Les petites vont faire 1 million, 1,5 million. Donc voilà. Donc, les sources d'objets sont diverses. Elles peuvent être familiales, elles peuvent être évidemment amicales. Donc, vous avez des amis dont la grand-mère est décédée, évidemment, on vous contacte pour vendre des objets. Vous avez aussi les professionnels qui ont parfois des objets à vendre. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les successions. Enfin, c'est pas ce qu'on appelle, vous avez aussi les successions, donc lesquelles vous intervenez au niveau judiciaire, c'est-à-dire pour aller faire un inventaire fiscal. C'est-à-dire que l'inventaire fiscal va servir d'assiette pour payer l'impôt sur les biens meubles. Donc, on vous appelle, vous faites un inventaire et sur la base de votre inventaire qui est opposable aux impôts, les gens vont payer leur impôt de succession sur la base de votre inventaire. Sauf que de temps en temps, les gens vous disent « bah oui, mais moi, pour payer mes droits de succession, j'ai besoin de vendre tout ça ». Et là, du coup, vous organisez la vente et ça devient une vente volontaire. Et donc, ça fait partie des sources d'approvisionnement des objets à vendre. Alors, sur le volontaire, contrairement au judiciaire, sur le volontaire, la tarification est libre. C'est-à-dire que vous prenez ce que vous voulez à vos vendeurs et vous prenez ce que vous voulez à vos acheteurs. Alors que sur le judiciaire, c'est un tarif par décret. C'est quand vous faites un inventaire, vous êtes à 23 € la demi-heure. Donc, c'est à peu près le même prix qu'un plombier, après les 10 ans d'études. Et vous avez des honoraires qui sont fixés. Alors, attendez, parce que j'en fais tellement pas beaucoup du judiciaire. De mémoire, c'est 5 hors taxes et 12 hors taxes. Voilà, ça, c'est sur le judiciaire. Mais par contre, vous refacturez l'ensemble des transports, de la location de salle et tout ça. Ce que vous ne faites pas sur le volontaire. Pour revenir un peu sur le judiciaire, donc c'est un métier qui est organisé, contrairement au volontaire où on a un organisme d'utilité publique qui s'appelle le Conseil des ventes. Sur le judiciaire, c'est organisé au niveau régional par compagnie et au niveau national, il y a une chambre. Donc, c'est eux qui gèrent tout ce qui est discipline, tout ce qui est vous payez aussi tous les mois parce que pour votre assurance, on a de très nombreuses assurances dans notre métier. C'est un peu particulier à ce niveau-là. Et donc, vous allez faire de la liquidation, de la tutelle, de l'inventaire notarié, etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est trop rapide ou pas, mais par rapport au métier, je vous ai un peu dressé les choses. C'est quand même un métier de passion. Alors évidemment, sur le judiciaire, peut-être un peu moins, parce que quand il s'agit d'aller faire de la saisie ou de la liquidation, très franchement, à part quelques personnes qui aiment vraiment ça, quand ils voient un camion, ils sont surexcités. Mais c'est quand même un métier de passion, en tout cas sur le volontaire, parce que ce sont des métiers où il ne faut pas compter vos heures. Par exemple, à Drouot, quand vous faites une vente, vous rentrez, ce qu'on appelle, on fait une entrée en salle. C'est-à-dire que l'entrée en salle, elle se fait à peu près à partir de 19 h jusqu'à 21 h 30. Et puis, vous revenez le lendemain à 8 h. Et puis, si vous êtes un jour de nocturne, vous restez à Drouot jusqu'à 21 h. Et puis, vous revenez le lendemain à 8 h pour vous occuper des ordres d'achat et des téléphones et de la vente. Et puis, vous finissez votre vente vers 6 h. Et après, il faut envoyer les factures, il faut envoyer tout ça. Donc, vous restez de nouveau jusqu'à 8 h ou 9 h. Donc, dès que vous avez une vente, il faut être prêt à faire 30-35 heures en 3 jours. Et que quelqu'un qui a juste envie d'avoir un boulot de 35 heures par semaine, faut mieux qu'il fasse autre chose dans la vie que commissaire-priseur. Voilà. Mais c'est le cas de beaucoup de métiers de toute manière, comme vous le savez. Un avocat travaille même parfois beaucoup, beaucoup plus que nous et peut finir beaucoup plus tard que nous. La chance qu'on a, c'est que l'été s'arrête, ça s'arrête complètement au mois d'août et ça s'arrête entre Noël et le jour de l'an.
Donc, on arrive très facilement quand même à prendre 5 ou 6 semaines de vacances dans l'année, ce qui n'est pas si mal quand vous êtes installé, que vous avez votre métier, vous êtes votre propre patron. Voilà. Après, c'est un métier qui, administrativement, est quand même relativement lourd, parce que c'est un métier donc, de mandataire. Donc, quand on fait des ventes de volontaires, de manière systématique, il faut que le vendeur qui vous a mandaté pour faire une vente vous ait signé un mandat de vente. On est soumis à TRACFIN. Donc, TRACFIN, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est tout ce qui est blanchiment d'argent. Donc, il faut être très vigilant aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez un acheteur, par exemple, qu'un nom, on va dire, j'ai n'importe quoi, qu'un nom français, mais qui vous paye du Panama, et que vous apercevez qu'en plus, il s'agit d'un homme politique. Là, on est censé faire des déclarations à TRACFIN, parce que si on ne fait pas nos déclarations à TRACFIN, on est pénalement, éventuellement, complice, s'il devait y avoir une histoire de blanchiment d'argent. Donc, on a un certain nombre quand même d'obligations légales, même sur la partie volontaire, qui peut être un peu lourde et un peu lourde, c'est pour être sympa. Voilà. Après, à côté de ça, il y a un côté très sympa parce que vous rencontrez quand même des gens très drôles et on est dans un domaine de passionnés. Donc, le pantalon mode framboise écrasée dans notre métier, ça se fait beaucoup. C'est pas un problème. Et on est face à des gens, vous avez toujours plein d'histoires très drôles. C'est vrai que vous voyez, il y a de temps en temps, il y a des dossiers qui vous amusent. Moi, j'ai travaillé un peu avec Sophie Marceau sur des inventaires, ce qui est toujours marrant. Là, si tout va bien, je vais m'occuper de la succession de Juliette Gréco, qui est décédée il y a quelque temps. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent être de temps en temps très amusantes en termes de dossiers. Et puis, à côté de ça, vous avez aussi de temps en temps des objets qui sont des vraies trouvailles. Moi, j'ai eu la chance de m'installer avec un objet qu'on a vendu 1,2 million. Donc, 1,2 million, ça fait 1,5 million avec les frais, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça fait partie du top 10 des adjudications de l'année en France. Et voilà. Après, c'est quand même un métier de passion. On gère des flux. Il faut être capable de travailler avec les experts, parce que de manière générale, on travaille avec des experts dans chaque spécialité. Si vous voulez, le commissaire-priseur, c'est un peu un côté médecin généraliste. C'est-à-dire qu'il faut être toujours un peu intuitif. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre médecin, il va éventuellement vous dire c'est une angine ou voilà, ou peut-être que de temps en temps, il va vous dire je ne sais pas ce que tu as, mais si vous envoie faire des examens du rein alors que vous avez mal au cœur, ça ne va pas. Et ben nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que de temps en temps, on voit des objets, on ne sait pas combien ça vaut, on ne sait pas ce que c'est, mais on a l'intuition et que c'est un bel objet, que c'est quelque chose qui mérite de faire des recherches complémentaires. Et dans ces cas-là, on contacte notre expert dans la spécialité. Généralement, on a des experts dans chaque spécialité et on le contacte. Et à partir de là, on va faire des recherches complémentaires sur l'objet dans la spécialité. Voilà. Même si on ne sait pas au demeurant tout de suite ce que ça vaut. Mais c'est aussi de temps en temps, il y a l'intuition de se dire, parce que des objets, on en voit beaucoup, 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 c'est de se dire, tiens, cet objet-là, je ne l'ai jamais vu, il est de qualité formidable en termes de fabrication, on va regarder un petit peu ce que c'est et on vous dira après ce que ça vaut. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre métier. Alors, de temps en temps, on glisse, enfin, on dit on glisse, c'est-à-dire que vous allez mettre 50 € sur un objet qui vont faire 5 000 ou 50 000. Il y a même des histoires à Drouot de manettes, donc elle s'y met 50 € qui font 1 million d'euros. Voilà, c'est déjà arrivé. Donc, dans ces cas-là, on sait qu'il y a un objet qui est passé entre guillemets à la trappe. Le commissaire-priseur n'a pas forcément vu que ça pouvait être très intéressant, ses collaborateurs non plus. Et voilà. Mais ça fait partie des métiers. Et, c'est ça aussi qui est assez excitant, si vous voulez, dans notre métier, c'est que de temps en temps, c'est un métier, on sait à peu près ce qu'on gagne, mais c'est un métier où de temps en temps, vous pouvez avoir la chance de gagner au loto. Voilà. C'est là-dessus que c'est un métier un petit peu excitant. C'est que de temps en temps, vous avez des objets, vous savez très bien que vous allez vendre 3, 4, 5, 10 fois plus cher que ce qui est prévu. Et puis de temps en temps, vous n'y attendez pas, et puis d'un coup, vous avez un objet qui fait un prix colossal. Voilà. Et c'est vrai que ça,
notre métier, quand on en parle souvent, ce sont pour les objets très importants. Voilà, vous allez voir, alors évidemment, quand c'est la gare de Rhodes de Catherine Deneuve, ça passe sur toutes les chaînes d'infos. Quand il y a un confrère qui vend une guillotine, et ben, évidemment, ça va être sur toutes les chaînes d'infos aussi. Notre quotidien, c'est pas ça. Hein. Notre quotidien, c'est quand même de vendre des objets entre 30 et 10 000 euros. Enfin, entre 30 et 20 000. C'est ce qu'on appelle des objets moyens chez nous. Voilà. Et après, vous avez l'exceptionnel. Et l'exceptionnel, c'est 3, 4, 5 objets par an. Voilà. Je pense, je sais pas, je pense avoir fait à peu près le tour de la présentation sans rentrer forcément dans les détails parce que je pense que ça ne vous sert à rien que je rentre dans les détails juridiques sur le judiciaire ou même sur le volontaire. Donc, voilà. Mais c'est un vrai métier de passion. Si vous avez envie de venir dans ce métier-là, vous êtes évidemment les bienvenus. Mais si vous pensez, comme c'est le cas depuis quelques générations, en se disant tiens, je vais faire ce métier-là comme salarié pour faire 35 heures, bon, très franchement, ça emmerde tout le monde. Voilà. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on va vous laisser la parole, mais avant tout, il faut que vous utilisiez tous le petit émoticône de main levée afin qu'on puisse vous laisser la parole. Et n'oubliez pas de bien parler fort puisqu'il y aura un enregistrement à la fin de cette session pour que les personnes qui n'ont pas pu le suivre en live puissent regarder aisément. Merci beaucoup. Je n'avais pas compris, moi, que c'était enregistré. C'est pour permettre aux étudiants qui n'ont pas pu se libérer cet après-midi. Non, je plaisante. Une information. S'il n'y a pas de questions pour l'instant des personnes connectées, il y a certains étudiants qui n'ont pas pu du coup se libérer. Ah, Constance. Je vais laisser la parole à Constance du coup et puis je continuerai après. Bonjour. J'avais une question plus par rapport aux différences entre les maisons de vente et les études. Si, peut-être par expérience personnelle, est-ce que vous conseillez de faire des stages dans des grandes maisons comme Sotheby's ou Christie's ou parce que je sais que les expériences sont très différentes avec une plus petite maison, mais enfin, j'essaye de recueillir des avis sur le sujet pour voir si ça vaut le coup. Un stage chez Sotheby's ou Christie's vaudra forcément le coup. Moi, c'est vrai que j'ai jamais travaillé dans les grosses maisons de vente, mais tous mes amis qui ont travaillé dans les grosses maisons de vente, ça vaut le coup parce que c'est une expérience particulière. C'est beaucoup plus international. On vous demande évidemment d'avoir un niveau d'anglais bien supérieur. Donc, de toute manière, toutes les expériences que vous pouvez faire, que ce soit chez des petits ou des gros, valent évidemment le coup. Après, pour passer l'examen, ce qui est important, c'est de voir des objets. Voilà, c'est d'avoir les objets qui vous passent dans les mains et d'en avoir un maximum. Aussi bien des objets qui valent 10 euros que des objets qui peuvent en valoir 100 000. C'est de sentir l'objet, c'est de sentir les choses. La difficulté quand vous êtes chez Sotheby's ou Christie's, c'est que ce sont des maisons de vente qui sont très très hiérarchisées, évidemment, qui sont des maisons de vente où vous allez avoir que des choses exceptionnelles qui vont vous passer dans les mains. Alors, évidemment, c'est très bien parce que vous allez apprendre sur les choses exceptionnelles. En fait, c'est une autre méthode de travail. C'est-à-dire que nous, on est des petites maisons de vente. Nous, on a 4 salariés. Il y a un côté très artisanal chez nous. Voilà, qui est à la fois quelque chose de charmant et en même temps de quelque chose qui peut être aussi très pénible. Alors que ces grosses maisons de vente-là sont des maisons de vente qui sont très, très hiérarchisées et qui sont très, très organisées. Et c'est pour ça aussi qu'elles sont très, très performantes. Elles touchent aujourd'hui beaucoup plus de personnes que nous. Mais là, je ne sais pas si vous avez regardé un peu, mais c'est vrai qu'avec le confinement, il y a eu un virage qui a été pris sur le tout numérique. Et aujourd'hui, une maison de vente comme Sotheby's, par exemple, fait quasiment toutes ses ventes online. Donc moi, j'ai un ou deux amis là-bas qui me disent « Mais Thomas, moi, si ça continue comme ça, je vais me barrer parce que mon métier, il est plus très drôle.
C'est-à-dire que si à un moment donné, vous n'êtes plus au marteau, le marteau, c'est quand même quelque chose de très amusant. Si notre métier consiste à inventorier et à mettre en ligne, c'est quand même plus aussi amusant. Je pense que dans l'absolu, moi j'avais fait un stage, la seule grosse maison de vente dans laquelle je suis allé, c'est Arcurial. Voilà. Et aujourd'hui, nous on travaille avec Arcurial, on est entre guillemets sous-traitant d'Arcurial. Sur les dossiers qui ne veulent pas ou qui ne les intéressent pas, ils nous les laissent. Donc nous, on les gère entre guillemets pour leur compte et on y trouve notre compte de cette manière-là. Ce sont deux choses différentes et c'est très important aujourd'hui, quand vous pouvez en tout cas, de pouvoir faire les deux. Voilà. Moi, à part Arcurial, ma femme moi, a travaillé un peu, et commissaire-priseur aussi, a travaillé chez Sotheby's et aujourd'hui, elle vend des voitures. Bon, alors, ce n'est pas forcément très sexy, c'est plutôt alimentaire, mais il faut savoir quand même que sur les 20 personnes qui vont avoir l'examen, il y en a 5 qui vont s'installer. Il y en a 5 autres ou 10 autres qui vont être salariés dans une maison de vente. Tout dépend après aussi de votre nature. Si vous êtes très spécialisé dans un domaine qui vous passionne, que vous trouvez un stage chez Sotheby's dans le domaine qui vous passionne, que vous avez l'examen, qui vous propose un poste dans le domaine qui vous passionne et que vous n'avez pas forcément envie de vous installer, de gérer de l'administratif à tout va, d'avoir une responsabilité pénale sur Tracfin et toutes ces choses-là, Sotheby's et Christie's, ces maisons de vente-là, vous allez y trouver votre bonheur. C'est notre manière de travailler. Vous allez travailler beaucoup, mais sous un cadre salarié. Maintenant, quelqu'un qui a envie de s'installer, très clairement, quelqu'un qui a envie de s'installer, d'être libéral, je vais plutôt lui conseiller, alors ce sera très bien qu'il fasse un stage chez Sotheby's ou Christie's, mais qu'il accentue plutôt son stage dans une maison de vente, on va dire classique, pour être capable de tout apprendre et de savoir comment se gère une maison de vente. Voilà. Et pour moi, l'examen de commissaire-priseur, quand vous l'avez, le métier, il s'apprend dans les petites maisons de vente qui ont quand même un certain volume, là où vous allez voir beaucoup d'objets, c'est-à-dire que vous allez aller à un moment donné chez un particulier dans une succession, et il va falloir être capable de dire, tiens, ce tableau-là, il est vachement bien, et le tableau à côté, c'est une grosse merde. Voilà. Il va falloir être capable de faire la différence. Alors que chez Sotheby's et Christie's, tout ce que vous allez voir, ou quasiment, seront des choses de très haute qualité. Donc, ce n'est pas forcément là que vous allez apprendre le métier au mieux, mais c'est évidemment des très bons stages. Mais ce qu'il faut de toute manière, c'est juste emmagasiner de l'expérience au maximum. Et tous les stages que vous pouvez faire, rémunérés ou pas rémunérés, de toute manière, c'est juste de l'expérience. Juste si je prends mon cas personnel, quand j'avais fait mon stage chez Arcurial, qui est un stage qui avait duré 3 mois, à l'époque, les stagiaires n'étaient pas rémunérés. C'était au tout début où les stagiaires devaient être rémunérés. Moi, on me payait en ticket restaurant. Donc, il y avait ceux qui étaient à mi-temps, en gros, qui avaient des tickets restaurants que moi, je leur finançais parce que j'étais à temps plein et que je payais mes tickets restaurants à temps plein. Bon, peu importe, tout ça n'est pas très grave parce qu'au final, 10 ans après, quand j'ai eu cette opportunité dans ma maison de vente d'être sous-traitant entre guillemets d'Arcurial et que j'y suis retourné, on m'a dit « Ah Thomas, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. » Ils avaient un souvenir de moi, enfin certains en tout cas qui se rappelaient de moi, et ça facilite les choses dans le business. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous avez des gens en face de vous qui se rappellent de vous. Voilà, et qui savent que vous êtes sérieux, qu'à l'époque où vous y étiez, vous aviez bien travaillé, et donc ça facilite les choses. Donc, chaque expérience que vous allez faire, de toute manière, parfois, c'est 5, 10, 15, 20 ans après que vous allez en tirer les bénéfices par des gens que vous connaissez, par le réseau que vous connaissez, que vous allez pouvoir vous faire. Parce que simplement, on est dans un métier où beaucoup de personnes vont vous dire non, mais attends, toi, si tes parents ils n'ont pas de la thune, va te faire foutre, ça ne sert à rien que tu sois commissaire-priseur. Tout ça, c'est des conneries. Moi, mes parents sont profs, ma mère a un site, mon père est prof, et aujourd'hui, j'ai une maison de vente qui est au-dessus de la moyenne de nationale. Bon, enfin, c'est pas pour me vanter, mais voilà, je fais le métier qui me plaît, j'en vis du métier qui me plaît en partant, entre guillemets, de zéro. Voilà, je n'ai pas un nom. Il y a beaucoup de gens dans ce métier pendant longtemps. Vous étiez fils de commissaire-priseur, c'est comme chez les notaires, vous étiez fils de commissaire-priseur, vous aviez une famille un peu riche, vous alliez faire votre business là-dessus.
Tout ça a changé et aujourd'hui, n'importe qui peut réussir à faire le boulot et à s'installer à partir du moment où il en a envie. C'est juste qu'il va falloir qu'il travaille autrement, qu'il fasse ses choses autrement, mais il pourra le faire. Et Sotheby's Christie's, bon, j'ai un peu divagué, mais dans tous les cas, Sotheby's Christie's, si à un moment vous avez la possibilité de faire un stage chez eux, faites-le. Mais c'est très bien aussi d'aller faire un stage ailleurs. Voilà, ce n'est pas une obligation de passer par chez eux. D'accord. Bah, merci. De rien. Je disais du coup que certains étudiants qui n'avaient pas pu se libérer cet après-midi nous ont quand même envoyé des questions Oui. par écrit pour qu'on vous les pose et qu'ils aient la réponse dans l'enregistrement. Je vais commencer avec un étudiant qui nous a demandé comment était payé un commissaire-priseur, parce qu'apparemment, il a entendu dire que c'était par pourcentage, et du coup, il aimerait en savoir plus concrètement. Alors, La manière je vais vous expliquer les choses à la fois en termes d'entrepreneur et à la fois d'un point de vue légal. Donc, sur le judiciaire, comme je vous l'expliquais, le commissaire-priseur est payé au pourcentage sur le montant d'adjudication. Donc, sur le judiciaire, par exemple, un objet qui est adjugé 1000, vous allez prendre 12% hors taxe, donc 120 € d'un côté, et 5% hors taxe de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est sur le judiciaire. Maintenant, sur le judiciaire, vous avez ce qu'on appelle les débours. Donc, par exemple, si l'objet que vous avez vendu 1000, il a coûté 200 € en transport, vous allez refacturer ce transport. Si la salle que vous avez louée pour pouvoir faire cette vente vous a coûté 5 000 €, vous allez refacturer, alors évidemment pas pour un objet à 1000, hein, mais vous allez refacturer les coûts du transport et de la location de la salle. Ça, c'est sur le judiciaire. Les tarifs ne sont pas libres, mais déterminés par décret. Après, vous avez la partie volontaire. La partie volontaire, les tarifs sont libres. Donc aujourd'hui, beaucoup de commissaires-priseurs sont entre 0 et 18% hors taxe. C'est-à-dire que moi, si demain, quelqu'un d'entre vous a un objet à vendre 1 million d'euros, je peux vous dire que je vais lui prendre 0. Pourquoi? Parce que je vais prendre mes honoraires acheteurs. C'est-à-dire qu'on se paye sur les deux côtés, sur le vendeur et sur l'acheteur. Voilà. Donc, après, dans nos honoraires vendeurs, il faut comprendre qu'on a la publicité, les locations de salles, les transports, les frais d'expert également. Donc, les frais vendeurs vont dépendre énormément de ce qu'on a à vendre et du travail qui est demandé. Moi, quelqu'un qui m'apporte un objet, on va dire, à 50 000 €, je peux lui faire des frais réduits. Quelqu'un qui m'apporte une vente entière à 50 000 €, je vais lui prendre le maximum. Pourquoi? Parce que la personne qui m'apporte une vente entière, une fois que je vais avoir enlevé mes frais de transport, ma location de salle et tout ça, il me reste genre 3 000 €, alors qu'on a 50 000 € de charges fixes mensuelles. Donc, autant dire que j'ai fait travailler tout le monde pour rien. Alors que quelqu'un qui m'apporte un tableau à 50 000 €, je peux lui faire des frais très réduits parce que ce tableau va rentrer dans la globalité d'une vente dans laquelle on va peut-être en vendre pour 300 ou 400 000 €. Un commissaire-priseur, comme je vous le disais, les conventions collectives pour un commissaire-priseur salarié, commissaire-priseur de vente volontaire salarié, c'est 2 200 € net. Pour un commissaire-priseur de vente judiciaire, c'est plus que ça tourne aux alentours de 3 000 €. Moi, après, j'avais négocié avec mon ancien patron chez qui je suis resté 10 ans, plutôt un bon deal, c'est-à-dire que j'étais au minimum des conventions collectives sur les ventes volontaires, donc à 2 200 €, mais j'avais négocié des pourcentages sur les ventes. Donc, par exemple, demain, vous êtes salarié chez un commissaire-priseur, vous récupérez un tableau formidable de votre grand-mère que vous mettez en vente, et bien vous allez toucher un pourcentage sur la vente du tableau. Donc, vous pouvez, quelqu'un qui est dynamique et qui sort des objets, comme on dit, va pouvoir aussi très rapidement bien gagner sa vie. Voilà. Donc, en tout cas, le commissaire-priseur se paye uniquement sur la vente des objets. Et contrairement à une certaine époque, un peu révolue aujourd'hui,
il y a certaines ventes où nous, très franchement, on ne gagne pas grand-chose. Pour vous donner un exemple, une vente moyenne, si j'arrive à avoir 30% de frais vendeurs et acheteurs cumulés, donc 30% d'honoraires, moi, il va me rester à peu près 13%. Tout le reste va passer dans l'organisation de la vente. Parce que Draw, ça coûte cher, parce que les transports, ça coûte cher, parce que la publicité, ça coûte cher, parce que les locaux, le stockage, le personnel, tout ça, c'est très vite des frais très importants. Néanmoins, vous avez aussi des commissaires-priseurs qui gagnent 15 000 € par mois. Voilà. On avait aussi qui gagnent 15-20 000 par mois. Donc, c'est compliqué de… En tout cas, on se paye tous sur le pourcentage, mais c'est compliqué de vous dire comment. Moi, demain, si j'ai un lot de succession sans pression vendeur, par exemple, un lot vraiment qui sort de succession qui vaut 1 million d'euros, par exemple, je vais réussir à prendre au moins 30% dessus. Vous voyez, 300 000 €, c'est beaucoup d'argent. C'est des fortunes. Ça ne nous arrive pas. Hein. Mais en gros, ça, on va prendre 300 000. Si après, c'est par exemple un expert ou ce qu'on appelle un apporteur d'affaires, donc l'apporteur d'affaires, ce sont des gens assez importants aujourd'hui, c'est des professionnels qui vous disent « Ah, il y a la grand-mère d'un ami qui a des choses à vendre, je t'apporte le dossier, mais tu me rémunères. Parce que c'est toi qui fais le taf, mais moi, je veux un pourcentage. » Donc, quand vous avez des gens comme ça, évidemment, tout de suite, ça fait descendre vos honoraires. Mais maintenant, si je vous dis, au lieu de gagner 300 000 sur un objet à 1 million, vous allez en gagner 50 000, ben, vous allez accepter quand même. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de dire combien à la fin vous avez gagné. Il y a des gens qui font 4 millions par an, qui gagnent autant de gens qui font 2 millions par an ou autant que d'autres qui font 8 millions d'adjudication. Voilà. D'accord, merci, très bien. Alors, on a une autre question qui nous demande s'il y a beaucoup de concurrence au sein de la profession. Alors, la concurrence, elle est de deux types. Déjà, les paris province. Donc, en province, vous avez des zones où vous êtes tout seul. Par exemple, si vous êtes installé à Charleville-Mézières, par exemple, vous allez être tout seul sur tout le département. Donc, entre guillemets, dès qu'il y a un mort, bah, c'est pour vous l'inventaire. Donc, vous n'allez pas forcément faire une vente, mais vous allez prendre des honoraires sur l'inventaire. Alors, ça peut paraître un peu cru quand je dis ça comme ça, mais c'est un peu en plaisantant aussi, mais c'est-à-dire que vous allez être seul sur un département, vous êtes seul à officier. Après, à Paris, on est 70, je crois, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, la concurrence, vous imaginez bien qu'elle est beaucoup plus importante que quand vous êtes installé à Guéret, tout seul dans la Creuse. Voilà. Donc, la concurrence va dépendre de là où vous vous installez. Et aujourd'hui, il y a une vraie inconnue qui est la concurrence éventuelle des huissiers de justice. Parce qu'on sait que les huissiers de justice, il y en a quand même, la plupart n'ont aucune envie de faire notre métier. Et on sait aussi que d'autres vont vouloir le faire. Donc, certains huissiers, les dossiers qu'ils envoyaient au commissaire-priseur, ils vont essayer de les gérer eux-mêmes. Donc, la concurrence, elle existe, mais il faut réussir à se démarquer. C'est toujours pareil, hein, dans la plupart des métiers, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence chez nous. Maintenant, la concurrence, ce n'est pas forcément quelque chose de malsain, c'est aussi ce qui vous tire un peu vers le haut. Il faut l'accepter, mais c'est pas… Moi, je n'ai pas l'impression d'être dans une jungle non plus. Un panier de crabes de temps en temps peut-être, mais pas une jungle. Voilà. Mais la concurrence, elle est normale et c'est même plutôt relativement sain. Et de toute manière, ça va dans l'histoire d'aujourd'hui, hein, parce que vous savez, l'Europe déteste les monopoles et déteste le fait qu'il n'y ait pas de concurrence. Donc la concurrence, aujourd'hui, il faut juste accepter et faire en sorte de se démarquer plutôt qu'essayer de dire que ce n'est pas normal qu'il y ait de la concurrence. Voilà. Merci beaucoup. On a encore une question un peu plus générale qui demande quelles sont selon vous les qualités requises, les qualités qu'une personne doit présenter pour être commissaire-priseur. Je pense que c'est important d'avoir… c'est toujours pareil, des qualités requises. Il y en a des importantes, des moins importantes. Si vous n'en avez pas une, vous allez compenser par une autre.
Je pense que c'est un métier où c'est quand même important d'être curieux. Ça, c'est quand même une qualité extrêmement importante. D'être curieux, d'être un peu intuitif, d'aimer ça. Parce que je pense que si vous n'aimez pas ça, ça ne sert à rien. D'avoir envie d'entreprendre, ça c'est une chose. Si vous voulez vous installer, c'est sûr que quelqu'un qui veut s'installer, qui n'a pas envie d'entreprendre, ça n'a pas de sens. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'entreprendre, mais qui a toutes les autres qualités, bah justement, il peut aussi aller dans une étude comme salarié. Il faut être évidemment dynamique, avoir une. Moi, j'ai plein de personnes autour de moi qui n'ont pas forcément une bonne mémoire et qui vont très bien dans le métier, mais je pense que c'est une vraie qualité d'avoir une grosse mémoire, d'avoir une grosse mémoire visuelle. Il faut être capable aussi d'avoir des relations avec les gens. Parce que, très franchement, moi, si je prends les gens de ma promo, il y a plein de gens qui, en termes de compétences d'objet, étaient bien supérieurs à moi. Mais vous en avez aussi, ils ont beau avoir une très bonne connaissance des objets, ils ne savent pas forcément parler aux gens. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, parce que ce dont vous avez besoin, c'est aussi la confiance des gens que vous avez en face de vous. C'est un mandat qu'on vous donne. Donc, il faut être capable d'avoir des bonnes relations sociales avec les gens. C'est sûr que quelqu'un qui n'aime pas parler, qui n'aime pas les gens et qui a juste envie d'être dans ses bouquins, bon, bah là, je vais peut-être lui dire plutôt de travailler pour un expert ou de travailler dans l'ombre que d'être commissaire-priseur, où nous, on se rend quand même chez les clients et on a quand même des liens avec eux directs. Donc, les qualités sont évidemment multiples et générales. Et encore une fois, vous pouvez compenser certaines qualités par d'autres. Voilà. Il faut être organisé. D'accord, merci beaucoup. On a une autre question. C'est par rapport à la réforme de 2001, Oui. donc qui exige un bon niveau en langue étrangère et notamment en anglais. Est-il requis, du moins conseillé, d'avoir un très bon niveau en langue? Moi, franchement, je suis une quiche en anglais. Voilà. Alors, en gros, c'est sûr que c'est pénible quand j'ai un Américain au téléphone et que j'ai du mal à comprendre de ce qu'il me raconte avec son accent. Je suis obligé de lui dire de m'envoyer un mail parce que pour le coup, j'arrive à lire à peu près correctement l'anglais et parfois j'ai du mal à le comprendre. Si vous voulez travailler chez Sotheby's et Christie's, c'est plutôt conseillé d'avoir un très bon niveau d'anglais. Voilà. Moi, c'est vrai que ça m'a toujours un peu bloqué parce que j'ai dû avoir 7 au bac en anglais, en étant littéraire en plus. Donc, c'est un peu la honte, et 5 en allemand. Donc, autant vous dire que moi, c'était plutôt les lettres que les langues qui m'intéressaient. Après, il ne faut pas se bloquer non plus si on parle moyennement anglais. Aujourd'hui, très franchement, à l'examen, le niveau d'anglais requis n'est pas. Voilà, enfin, moi, j'ai eu 10 avec un anglais moyen. On ne vous demande pas des miracles. Voilà, on vous demande de savoir vous exprimer en anglais, de comprendre les bases. On vous demande. Après, vous progressez aussi à force de pratiquer. Donc, vous connaissez le vocabulaire aussi qui est lié à notre profession. Donc, une facture, c'est un invoice. Voilà. Donc, après, vous connaissez aussi les mots. Ça vous permet de réussir à vous faire comprendre. Bon, et puis, quand vous avez un peu de chance, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui parle très, très bien, pour le coup, anglais. Vous arrivez toujours à vous faire comprendre aujourd'hui. En plus, on a des systèmes qui sont assez faciles. Quand vous avez besoin d'aide, je ne vais pas dire qu'il faut faire un Google Traduction parce que ça peut donner n'importe quoi, mais même avec un niveau moyen d'anglais, vous pouvez tout à fait vous en sortir. Et même à l'examen, très franchement, en plus, c'est un coefficient qui est quand même assez faible par rapport au coefficient d'histoire de l'art ou du droit. Donc, ce qui vous est demandé, ça n'a rien de fabuleux. Hein. Voilà. Merci beaucoup. On a Philippine qui voulait poser une question aussi. Oui. Oui. Moi, je voulais te demander si c'était pas risqué de faire sa propre étude directement après 2 ans de stage enfin, c'est pas mieux d'abord travailler dans une étude et après de faire sa propre étude. En fait, c'est une bonne question. Je vais vous dire que ça va dépendre aussi de votre parcours personnel. C'est vraiment ça aussi, c'est à base du parcours personnel. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, vous êtes originaire du Nord. Vous allez passer votre examen, vous avez votre examen, vous avez fait vos stages dans le Nord,
Et puis du jour au lendemain, vous allez vous installer dans le sud, là où vous connaissez personne, là où la mentalité est aussi différente, parce que c'est une mentalité différente. C'est pas les mêmes manières forcément de faire les choses, hein. Enfin, il y a des vraies particularités régionales dans notre métier. C'est sûr que c'est plus. Si vous voulez, moi par exemple, je suis originaire de Chartres. J'ai eu mon examen. Je serais allé m'installer à Chartres le lendemain. C'était pas vraiment un problème. Je connaissais tout le monde là-bas. Ça faisait des années que j'avais travaillé à la salle des ventes de Chartres. Je connaissais plein de monde. C'était pas un problème. J'allais m'installer dans un endroit où je connaissais personne. Je connaissais pas les notaires. Je connaissais pas, entre guillemets, les notables du coin. Bon, bah, évidemment que ça va prendre du temps. Et puis après, ça dépend aussi, s'installer après son examen, il y a plusieurs manières de s'installer. Est-ce qu'on parle de faire une création ou est-ce qu'on parle de faire une reprise de société? Ce qui n'est pas la même chose. Moi, pour le coup, à Paris, je suis resté je suis resté 7 ans chez un commissaire-priseur qui s'appelait Vincent Vapler, qui faisait des ventes à Drouot, qui était installé place des Vosges. J'ai essayé de reprendre sa société, ça c'est parfait pour différentes raisons. Mais quand j'ai fait ma création, je m'étais aperçu que sur les 2 dernières années, en fait, 70% des dossiers, c'était moi qui les avais sortis. Voilà. Donc, à un moment donné, vous vous dites, bon, bah, attendez, je peux m'installer parce que aujourd'hui, j'ai quand même un réseau que j'ai construit pendant de nombreuses années. Donc, je vais pouvoir m'installer. Après, m'installer après mes 2 années d'examen à Paris, sans avoir connu cette expérience-là, c'était juste suicidaire. Maintenant, si à un moment donné, juste après votre examen, vous vous installez parce que toute votre famille, c'est une famille de notaires qui va vous envoyer des dossiers, vous allez à minima facturer des honoraires notariés, bah, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas non plus obligé d'attendre 10 ans pour vous installer. Parce que des dossiers, vous savez que vous allez en avoir. Et je dis notariés, ça peut être aussi des administrateurs de tutelle, des mandataires judiciaires. Vous avez quelqu'un qui est un proche qui est dans un tribunal de commerce, vous savez que vous allez récupérer des gros dossiers judiciaires parce qu'il est au tribunal de commerce et que c'est comme ça que ça se passe aussi. Alors après, il va falloir être capable de gérer ces dossiers correctement. Mais il n'y a pas, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règle. Moi, je connais des gens qui se sont installés très rapidement, d'autres qui ont mis beaucoup plus de temps. Et puis, encore une fois, par exemple, vous avez votre examen, vous trouvez un stage chez un commissaire-priseur avec qui vous entendez très bien, qui vous dit ah, ben, on s'entend bien, moi j'ai l'âge de la retraite, ça fait 2 ans que vous êtes chez moi, une fois que vous êtes diplômé, je veux vous vendre ma société. Donc là, vous allez regarder, s'il ne vous demande pas un prix débile, comme c'est souvent le cas, vous allez dire bah, ok, et il faut m'accompagner. Donc lui, il va vous vendre votre société, mais il va accepter de vous accompagner pendant 2-3 ans, par exemple. Donc il va vous présenter tout le monde. Donc dans un cas comme ça, j'ai envie de vous dire que si vous avez acheté un prix correct la société, que vous êtes sur plus ou moins une situation de monopole territorial, avec un commissaire-priseur qui avait une bonne réputation, qui vous apporte ses dossiers, vous pouvez aussi vous installer juste après l'examen. Il n'y a vraiment pas de règles par rapport à ça. Les seules règles, c'est que les choses se passent bien et de s'installer en fonction de ses capacités à la fois financières, familiales, d'expérience. Voilà. Il n'y a pas de règles par rapport à ça. Merci beaucoup. Dans tous les cas, ça ne sert à rien de se précipiter. Moi, j'ai eu l'examen quand même assez tard parce que je crois que j'ai eu l'examen de sortie. Alors, je sais plus, attendez, j'ai eu l'examen de sortie en 2010. Donc, j'avais quand même 29 ans à mon examen de sortie. Et quand j'allais faire des inventaires, très régulièrement, on me disait ah, je m'attendais à voir quelqu'un qui avait une barbe et des moustaches. Bon, alors aujourd'hui, j'ai la barbe comme j'ai vieilli. Mais les gens s'attendaient plus à voir, entre guillemets, un vieux que de me voir arriver et qu'on est dans un métier d'expérience. Donc, c'est sûr que passer l'examen très vite ou trop tôt et aller faire un inventaire à 23 ans, ça va être compliqué de se faire respecter. Que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs, ce sera compliqué de se faire respecter, et encore plus peut-être en étant une femme. Voilà. Et chez une femme, je peux vous dire qu'il faut… moi, j'ai toujours préféré avoir des stagiaires filles. C'est un métier, encore une fois, on en parlait, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, où il y avait encore des gens qui demandaient des commissaires-priseurs, qui disaient « moi, je veux un stagiaire commissaire-priseur, mais je veux un garçon ». Parce que, et pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'il va soulever des commodes et que c'est lourd et donc je veux un garçon.
Et ben, tout ça, c'est de la merde. Ben, pourquoi? Parce que moi, tous les garçons que j'ai eus portaient moins bien qu'une fille qui portait sans aucun problème une commode. Parce qu'une commode, de toute manière, ça se porte à deux et pas tout seul. Et qu'une fille est capable de porter aussi bien des choses qu'un mec. Voilà. Alors, évidemment, je ne vais pas faire porter à une fille quelque chose qu'elle ne peut pas faire porter, comme je ne vais pas faire porter à un mec quelque chose qu'il ne peut pas faire porter. Enfin, tout ça, c'est juste cohérent. Il faut juste avoir un peu de bonne volonté. Et généralement, je trouve que les filles en ont plus que les mecs, notamment à ce niveau-là. Mais c'est des choses qu'on peut, voilà, qui sont parfois demandées discrètement, parce que c'est quand même pas très à la mode tout ça, et encore moins maintenant. Donc je pense que c'est quand même moins demandé, surtout qu'il y a beaucoup plus de filles maintenant que de garçons. Mais voilà, il y a plein de manières de faire les choses, de s'installer, et tout ça, c'est aussi lié à votre expérience, à l'expérience professionnelle, aux moyens que vous avez. Il y a des gens, c'est de l'argent de famille, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément d'argent et qui arrivent quand même. C'est juste qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut juste regarder les choses. Et il y a des gens, il ne faut pas hésiter en fait à s'adresser à des professionnels. C'est-à-dire que quand vous devez vous installer, il faut s'adresser à un expert comptable, il faut s'adresser à quelqu'un qui va vous dire non, cette société-là, il ne faut surtout pas la reprendre, elle est minée, il y a plein de merde dedans, c'est déficitaire, il ne faut pas la racheter. Et à côté de ça, on va vous dire non, mais peu importe que tu aies que des ans d'expérience, c'est une société qui est canon et avec monsieur maître machin qui va t'accompagner. Donc, même si tu manques d'expérience, même si tu ne te sens pas prête, il faut y aller. Donc, il n'y a pas de règle. Je pense que notre intervenant, devant son audience majoritairement féminine, a décidé de nous flatter et de nous encourager. Mais si vous l'aurez compris, n'hésitez pas à vous lancer si ça vous tente. Non, mais c'est même pas très franchement, c'est même pas une question de flatter. C'est juste de l'expérience. Et beaucoup s'imaginent, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de manutention dans notre métier. Même moi, je fais encore beaucoup de manutention, à bouger des tableaux, à bouger des sculptures. Quand on fait des séances photos, il faut bouger 200 ou 250 tableaux dans la journée, bouger des sculptures. C'est pas une question de flatter, c'est juste une question qu'il faut être volontaire. Et que moi, quelqu'un qui me dit moi, j'ai pas envie de prendre le métro, j'ai pas envie de porter, j'ai pas envie que ce soit un mec ou une fille, j'en ai rien à foutre. Hein. Notre métier fait qu'il faut porter, fait qu'il faut bouger les choses, fait qu'il y a à un moment donné une manutention et qu'il faut la faire. Et que beaucoup pensent dans notre métier qu'un mec porte mieux qu'une fille, c'est complètement faux. Il y a des techniques pour apprendre à porter les choses et que même avec des petits bras, on peut porter. Et puis, des mecs avec des petits bras, il y en a plein. Non, c'était une touche d'humour, bien sûr, mais c'est clair qu'il faut pas s'arrêter à ça si on est motivé. En vrai, on avait d'autres questions de la part d'étudiants qui ne sont pas là cet Oui. après-midi, mais vous y avez répondu en fait dans votre intervention directement, concernant notamment les stages ou les études, la carrière en général. Donc, Constance a peut-être une autre question. Mais on va lui laisser la parole. En fait, j'en ai deux autres. Je voudrais savoir si vous pouvez revenir un peu sur les prépas. Oui. Et je voulais aussi savoir s'il y avait des équivalences, parce qu'il me semblait qu'au Canada, par exemple, le concours n'était pas pareil. Enfin, est-ce qu'on peut passer le concours en France et aller travailler à peu près n'importe où? Alors, donc il y a deux questions. La première sur les prépas, c'est très bête. Il y a la prépa donc à SAS, qui est une vieille, enfin ça fait longtemps qu'elle existe. Les prix pratiqués, ça peut toujours paraître cher, mais il y a beaucoup d'heures de cours. Donc en fait, à l'heure de cours, c'est pas si cher que ça. Je crois que ça doit coûter quand même 1 500 € la prépa, quelque chose comme ça. Bon, après, moi, je l'ai fait il y a un peu plus de 10 ans, donc j'imagine que les choses ont évolué. Mais alors, c'est toujours pareil, il y a ceux qui vous disent que c'est pourri et il y a ceux qui vous disent que c'est bien. Bon, moi, j'ai trouvé ça très bien parce que j'ai trouvé que ça faisait une synthèse des choses qu'on avait à savoir avant de passer l'examen. Donc, celle d'Assas, moi, je la conseille vraiment. Après, pendant une époque, il y avait Draw qui faisait quelque chose. Il n'y a jamais personne qui l'a eu. Je ne sais même pas si elle existe encore. Je crois qu'elle n'existe plus. Et après, j'ai un ami qui s'appelle Jonathan Chamla, qui a monté une prépa avec Alexis Fournol, qui est avocat spécialisé dans le marché de l'art.
où je sais qu'ils ont eu des résultats par rapport aux gens qui sont allés s'inscrire chez eux. Ils ont eu un certain nombre de gens admis. C'est une prépa un peu différente parce qu'elle est peut-être un peu moins universitaire, mais ils vous font faire, je crois, beaucoup plus d'examens, de devoirs blancs. Parce qu'il y a un moment donné, c'est vrai que quand vous faites le droit là maintenant, si demain vous devez faire de l'histoire de l'art et que vous passez l'examen 5 ans, ou même sans aller au-delà de 5 ans, 3 ans après avoir fait le droit, il y a eu des changements législatifs, donc c'est quand même bien de se replonger dedans. Et comme il y a beaucoup de personnes parfois qui ont fait des stages pendant un certain laps de temps, c'est bien de se replonger dans les devoirs de 3 heures ou de 4 heures et de manière régulière. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, il y a 2 prépas. Il y a celle d'Assas et il y a celle d'Alexis Fournol et Jonathan Chamna qui ont des fonctionnements différents, mais où les deux ont quand même des résultats. Après, je ne saurais pas vous dire les prix pour celle de Jonathan Chamna, qui est un ami, mais je ne connais pas ses prix. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à la faire au moins la première année, parce que ça met vraiment le doigt sur des problématiques de notre profession. Donc demain, vous passez l'examen, vous allez aller acheter le Duret-Robert, mais il n'y a aucun livre qui existe aujourd'hui, par exemple, sur la loi Macron et les changements législatifs. Sauf que moi, si j'étais examinateur, c'est une des premières questions que je vais vous poser à un moment donné. Est-ce que vous êtes au courant de la loi Macron, des changements législatifs? Vous voyez? Donc ça, c'était pour la première question. Et la deuxième, j'ai oublié. C'est pour la partie internationale, c'est des équivalences par rapport Alors, on est, nous, sur le métier de commissaire-priseur comme il existe en France, il existe à peu près qu'en France. C'est-à-dire qu'à l'étranger, ce qu'ils appellent, pour les étrangers, les auctionnaires, enfin ce qu'ils appellent les auctionnaires, c'est-à-dire que pour avoir le marteau, il n'y a pas besoin d'avoir fait tous ces examens, tous ces diplômes. Et très souvent, par exemple, vous allez faire une vente en Belgique, vous pouvez tenir le marteau sans avoir l'examen de commissaire-priseur. Par contre, il vous faudra un huissier à côté de vous qui va faire un PV de vente. Et c'est un peu la particularité du métier de commissaire-priseur en France, c'est que c'est vous qui incarnez ça. La partie à la fois juridique, même si vous faites que des ventes volontaires, il y a toujours quand même ce côté juridique que vous gardez cette autorité. C'est pour ça qu'en judiciaire, on se fait appeler maître. Enfin, on se fait appeler maître. On est maître. Voilà. Donc, il y a toujours un aspect juridique dans notre profession, même si on n'en fait pas tant que ça. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est vrai qu'une maison de vente, aujourd'hui, quand vous n'avez pas l'examen de commissaire-priseur en France, vous pouvez aller tout à fait le faire à l'étranger. Mais ça va consister, au final, vous allez avoir le marteau, vous allez être associé, mais vous allez faire… Il n'y a pas les mêmes… c'est un peu compliqué parce que, par exemple, en Angleterre, ils n'ont pas les mêmes obligations que nous. Nous, on garantit, moi, vous achetez un tableau, si je vous dis que c'est un tableau de Picasso, et qu'en fait, ce n'est pas un tableau de Picasso, je suis obligé de vous rembourser, quoi. On garantit l'authentification des objets. Alors, évidemment, Sotheby's et Christie's aussi, mais vous allez acheter ça chez un commissaire-priseur belge, ça n'existe pas. Voilà, il n'a aucune garantie. Le métier de commissaire-priseur, c'est quasiment un métier, je ne vais pas dire dans la forme, en tout cas, il est quasiment uniquement français. Et c'est une profession qui est encore une profession réglementée. Donc, c'est pour ça qu'au niveau européen, on arrive quand même à conserver un certain nombre de choses parce qu'on considère que c'est encore une profession réglementée. Si vous avez l'examen demain en France, vous arriverez à aller vendre votre diplôme à l'étranger parce qu'ils savent que le diplôme de commissaire-priseur en France est beaucoup plus difficile que partout ailleurs. J'ai une amie qui est partie comme ça en se disant tiens, je vais aller en Australie me balader. Elle avait un poste à Truro, elle est partie se balader en Australie. Elle a trouvé un poste dans une maison de vente en Australie pour s'occuper des bijoux. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quand même un diplôme, j'aime pas beaucoup dire ça, mais ça reste quand même un diplôme d'excellence en France, où on est très peu nombreux et qui est un diplôme qui est, pour les gens brillants, pas trop dur à avoir, pour les gens laborieux comme moi, un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que vous prenez les avocats, par exemple, sont très nombreux. Nous, on est très peu nombreux. Donc, si on prend juste le taux de réussite de notre examen, on se dit, en fait, ça va, 20-25 personnes pour 120.
C'est pas si nul que ça. Ça arrive presque à 20%. Donc, on se dit, voilà, ça va. Mais comme il y a très peu de gens qui le passent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont démoralisés par le fait de faire une double formation, on n'est pas si nombreux que ça. Donc, c'est un diplôme qui arrive à se faire vendre à l'étranger. Mais après, ça dépend toujours, pareil, le projet professionnel. Aller à l'étranger pendant les années de commissaire-priseur stagiaire, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller s'emmerder à l'étranger. Je ne vois pas. Par contre, y aller après ou y aller avant, évidemment. Mais c'est un peu… c'est des fonctionnements qui sont à la fois les mêmes et différents. C'est juste qu'en France, pour avoir le marteau, c'est comme pour plaider. Vous pouvez être juriste sans être avocat. Et ben, à l'étranger, en gros, vous pouvez être commissaire-priseur sans l'être. Voilà. Vous pouvez avoir un marteau sans être commissaire-priseur. Mais alors, du coup, parce que je sais que chez Christie's aussi, ils ont une forme de prépa. Bon, du coup, ça n'a aucun rapport avec les deux prépas. Ce sont des prépas qu'ils font pour apprendre un peu les objets et tout ça. C'est des prépas à 10 000 l'année, je crois. Oui. Ouais. Bon, pour moi, c'est un peu ça existe aussi à Drouot Formation. Pour moi, c'est un peu les trucs pour retraités ou les gens qui veulent non, mais ou les gens qui veulent comment dire, faire un changement professionnel. Voilà. Quand ils arrivent à se faire financer en partie par le chômage et tout ça, ça leur permet de pouvoir se refaire une formation. Mais aller dépenser 10 000 € là-dedans, pour moi, c'est une connerie. Vous allez apprendre des choses, mais autant aller en stage, vous allez aussi apprendre des choses, vous allez apprendre sur le tas, donc différemment. Mais ce n'est pas des prépas. En fait, tous ces cours-là, Drouot Formation, Christie's et tout, Christie's Formation, ça ne vous prépare pas à l'examen de commissaire-priseur. Voilà, ça va plus vous préparer. Il y en a beaucoup, par exemple, qui font Drouot Formation parce que comment on appelle ça, en changement professionnel, ils veulent devenir marchands, par exemple. Donc, ils vont aller sur le tas, apprendre un peu les objets, ils vont faire de reformation, ils vont avoir des petits cours qui vont leur apprendre à gérer leur compta, à reconnaître les objets, est-ce qu'ils sont 18e, 20e. Bon, et, même après 10 ans d'études, même les experts, je le vois, c'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas en 6 mois ou même un an qu'on apprend ça. Donc, moi, j'ai tendance à le déconseiller. Si vous voulez passer l'examen de commissaire-priseur, le mieux, c'est de faire des stages pour voir si ça vous plaît vraiment. Et après, c'est de faire ASAS ou la prépa ASAS ou l'autre prépa. Voilà, qui sont vraiment des prépas pour passer l'examen de commissaire-priseur. D'accord, bon, merci. De rien. Moi, j'avais juste une petite question, s'il vous plaît, Oui. concernant l'aspect double de la formation. L'aspect quoi? L'aspect double de la formation. Oui, oui. À la fois dans le droit et à la fois dans l'art. En tant, par exemple, qu'étudiant en licence de droit simple, si on choisit finalement de faire commissaire-priseur, comment est-ce qu'on assure cette partie artistique de la formation? Est-ce qu'on doit refaire une licence après? Est-ce qu'on la fait en même temps? Enfin, moi, à l'époque, j'ai fait une maîtrise d'histoire de l'art. Et après, j'ai eu une équivalence en droit où je suis arrivé en 2e année directement. Bon, je me suis retrouvé au rattrapage pour les fondamentaux de première année parce qu'évidemment, j'ai les concours de 2e. Donc, j'ai fait la licence en 2 ans. Beaucoup font d'abord le droit et après vont en histoire de l'art parce que c'est plus facile d'avoir des équivalences dans ce sens-là. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de l'art, ça change beaucoup moins que le droit. Et en fait, beaucoup vont vous dire que c'est plus facile de faire d'abord droit et après histoire de l'art. Parce que, par exemple, demain, vous faites un master en droit, vous dessinez la profession de commissaire-priseur, vous dites, tiens, je vais passer l'examen. Je vous dis, vous arrêtez pas licence, faites un master marché de l'art, ça existe. Faites un master même fiscalité de l'art, ça existe. Je crois qu'il y en a un à Lyon. Et éventuellement, votre année d'histoire de l'art, vous allez pouvoir, avec un master, rentrer directement en licence. Donc, ça veut dire qu'en 1 an, vous allez avoir master plus licence. Alors évidemment, vous n'aurez pas les connaissances en 1 an, mais ce sont des connaissances que vous pouvez aussi apprendre dans les livres. Donc vous pouvez le faire, même si ce n'est pas diplômant, avant de passer l'examen et tout ça. Donc moi, j'ai tendance, même si j'ai fait tout l'inverse, de conseiller de faire d'abord le droit et après l'histoire de l'art. Je trouve, moi, que 2 licences, c'est un peu juste pour passer l'examen, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont jamais, l'examen, et qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile de trouver du travail avec un master qu'avec une licence.
ce qui est sûr, c'est que c'est plus facile de trouver un boulot avec un master de droit qu'avec un master d'histoire de l'art. Donc, faut être capable aussi à un moment de se dire, bon, bah, j'ai un master de droit. Le droit, c'est quand même un domaine où il y a du travail. Donc, j'ai un master de droit. Si je n'ai pas l'examen de commissaire-priseur, bah, tant pis, j'irai travailler dans le droit. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire dans l'autre sens. Quand vous dites, moi, j'avais ma maîtrise d'histoire de l'art, j'avais ma licence de droit, je n'avais aucune envie de travailler dans le droit. Donc, si je n'avais pas eu l'examen de commissaire-priseur, j'aurais été un peu dans la merde. Donc, là, aujourd'hui, vous êtes en droit. Il y a une prépa, il n'y a pas une prépa. Moi, ça n'existait pas à l'époque. Il y a la double formation, la droit-histoire de l'art, qui existe. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ou voilà. En fait, le truc, c'est que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un métier où c'est pas grave d'arriver, entre guillemets, vieux. C'est-à-dire que moi, l'âge moyen, à peu près, au moment où j'ai eu mon examen, l'âge moyen d'obtention, c'était 27 ans. Parce qu'il fallait faire la double formation. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font leur double licence en 3 ans avec la formation. Donc, ça veut dire qu'à 21 ans, ils passent l'examen. En 3 ans, est-ce que, même si vous avez la double licence, est-ce que vous connaissez autant de choses que quelqu'un qui a fait un master pendant 5 ans et une licence pendant 1 an, ou voire 2 ans. Donc, c'est évident qu'en 3 ans, vous n'allez pas connaître les mêmes choses qu'en 6 ou 7 ans. Alors, il y a ceux qui l'ont et qui vont dire c'était très bien d'avoir fait la double licence, j'ai gagné du temps, moi j'ai eu mon examen de commissaire-priseur à 22 ans, je suis très content. Et puis, il y a aussi ceux qui ne l'ont pas parce qu'ils ont peut-être pas, parce qu'ils sont peut-être allés trop vite et qu'en 3 ans, c'est compliqué de vouloir passer l'examen de commissaire-priseur, il me semble. Voilà. Donc, moi, je trouve que j'ai toujours trouvé ça bien de faire les choses les unes après les autres, d'être concentré sur l'histoire de l'art, d'être concentré sur du droit. En droit, très franchement, le droit du marché de l'art, ce n'est pas le plus dur du monde. Donc après, c'est un mélange de droits spécifiques et il y a aussi beaucoup de droit général, mais le droit général du marché qu'on nous demande, c'est le droit des mandats, le droit des contrats. Enfin, vous voyez, ça reste du droit privé extrêmement classique. Il y a un peu de droit des familles. Bon, mais c'est quand même beaucoup du droit des contrats. Hein. Vous avez un mandat de vente, vous avez des obligations de moyens sur certains domaines, vous avez des obligations de résultats dans d'autres. Bon, vous avez un contrat de dépôt, vous voyez, c'est beaucoup quand même autour du droit civil. Enfin, voilà, du droit privé. C'est sûr que le droit administratif, ça ne va pas énormément servir. Donc, faire un master de droit administratif, vous pourrez faire l'examen. Bon, ça vous donnera des connaissances que les autres n'ont pas, mais qui serviront peut-être pas trop. Mais en même temps, c'est toujours pareil, c'est important de se distinguer. Moi, beaucoup ont fait l'école du Louvre pour l'histoire de l'art. L'école du Louvre, c'est la meilleure préparation pour l'examen de commissaire-priseur. C'est mieux que la fac, ça c'est évident, parce que vous avez des cours sur les techniques, chose qu'on n'a pas en histoire de l'art. Moi, maintenant, je n'ai pas du tout fait l'école du Louvre, j'étais à la fac d'histoire des arts à Tours. Bon, j'étais très spécialisé art contemporain, donc je n'ai pas eu de cours sur le 17e, je n'ai pas eu de cours sur plein de domaines, donc il a fallu à un moment donné que je devienne plus généraliste pour passer l'examen. Mais le fait d'avoir une spécialité art contemporain, où j'ai travaillé avec Ben, je ne sais pas si vous connaissez Ben, vous savez, qui écrit sur les tableaux et tout ça. J'ai été son assistant, j'ai travaillé avec des gens comme Mathieu Mercier, qui ont eu le prix Marcel Duchamp, qui a un prix qui récompense le meilleur jeune artiste de l'année. Bon, ces expériences-là, en fait, qui vous, en dehors du fait même que ça vous spécialise, ça vous singularise par rapport aux autres. Donc, à un moment, les examinateurs, ils disaient aussi, bon, lui, c'est une quiche en 18e, mais alors, par contre, en 20e, il est au-dessus de tout le monde. Donc, on va le laisser faire le métier parce qu'il est peut-être moins bon que les autres sur ce domaine, mais par contre, il est bien meilleur sur les autres. Et c'est quelque chose qui est assez important. Et ça, il n'y a que la fac qui permet ça. Un moment de pouvoir se différencier des autres. Alors, c'est peut-être moins préparatoire à l'examen, mais bon, après, ça vous demande aussi de faire un mémoire si vous voulez vraiment une spécialité. Et puis, encore une fois, ça dépend quel domaine. Est-ce que vous voulez être commissaire-priseur parce que vous aimez le mobilier? Est-ce que vous aimez les tableaux? Est-ce que vous aimez les tableaux contemporains? Est-ce que vous aimez les tableaux anciens, etc. Vous avez des gens, ils ne voient que par le tableau ancien. Donc là, je vais vous dire, faites votre droit. Et puis après, vous allez en histoire de l'art. Et puis, essayez de faire un master
en écrivant un mémoire sur tel ou tel artiste ou telle période. Ça va vous rendre vraiment spécialiste plus que tous ceux qui sont à côté de vous. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. La seule règle pour moi, c'est de ne pas se précipiter pour passer l'examen et de le faire une fois que vous vous sentez bien pour le passer et d'avoir de toute manière, il me semble, préparer les arrières en ayant un master dans un domaine. Ok, merci beaucoup. Mais de rien. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Du côté des questions à distance, c'est bon. Constance, encore une question? Oui, et j'en ai une... une dernière plus actuelle. C'est pour savoir si, de manière générale, votre étude ou même les autres que vous connaissez sont assez favorables à prendre des stagiaires quand même cette année. Des stagiaires quoi, commissaire-priseur ou des stagiaires pour voir le Non, métier? stagiaires, pas commissaire-priseur. Alors, les stagiaires, nous, on en prend très régulièrement, on en a quasiment constamment. Beaucoup d'études en ont, beaucoup. La difficulté d'avoir un stage, c'est plus que vous allez envoyer des CV, mais on en reçoit tellement qu'en fait, les CV, on les regarde que quand on a besoin d'un stagiaire. C'est-à-dire que moi, vous m'appelez demain, je vais vous dire, ah oui, mais là, j'ai 3 personnes, j'ai 2 personnes, par exemple, encore pendant 3 mois. Vous m'appelez 3 mois après, je vais vous dire, ah super, oui, venez. Donc, pour avoir les stages, il faut à un moment donné envoyer régulièrement et surtout, ça c'est très important, ne pas hésiter à aller se présenter, à aller voir en disant bonjour, je cherche un stage, est-ce que vous pourriez me prendre en stage? Je vous donne un exemple tout bête. Moi, à l'époque, quand je cherchais un stage chez un commissaire-priseur, j'avais travaillé beaucoup à la salle des ventes de Chartres, mais pour un stage à Paris, j'avais envoyé plein de CV. Je n'avais évidemment pas de réponse. Je suis allé voir un marchand, parce que j'ai regardé aussi les marchands, pas que les commissaires-priseurs. J'étais allé le voir en lui disant, voilà, mais je ne suis pas à travailler gratuitement, je veux juste travailler, apprendre, etc. Et il m'avait dit, ah, mais vous devriez aller vous présenter chez Arcurial. Il me dit, vous êtes plutôt bien fait. Bon, c'est un peu bizarre, mais… et du coup, bizarrement, 2 jours après, j'ai eu un coup de fil d'Arcurial. Parce que la fille de ce type-là travaillait à ce moment-là chez Arcurial et s'occupait des recrutements. Bon. Donc, j'ai eu mon stage chez Arcurial et le stage chez Arcurial a débouché sur d'autres choses. Et notamment le fait qu'aujourd'hui, on est sous-traitant d'Arcurial. Donc, il ne faut pas hésiter. Parfois, vous allez aller à Drouot, vous allez demander à voir le commissaire-priseur en disant bah, j'ai mon CV, j'ai envie de faire un stage. Alors, vous allez prendre plein de fois, on va vous dire bah non, là en ce moment, on n'a pas besoin. Après, il y en a d'autres qui vont dire maintenant, non, mais dans 6 mois, peut-être. Voilà, c'est ça aussi. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir aussi une disponibilité. Moi, quelqu'un qui me dit alors, moi, je voudrais faire un stage, mais je peux venir que du lundi au mercredi. Bon, c'est compliqué. Ou je peux venir qu'une semaine sur 2, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on prend des stagiaires, on les fait bosser, ce n'est pas des stages photocopie café. Donc, on a besoin de gens aussi qui peuvent nous assurer un suivi et à qui on peut déléguer des choses et à qui on peut donner des choses à faire. Voilà. Donc, il faut aussi pouvoir être un peu dispo. Vous, après la fac, vous pouvez avoir des conventions. Donc, il faut faire un stage de 15 jours, très franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, un stagiaire de 15 jours, je ne lui donne rien à faire parce que je sais qu'un jour après, il disparaît. Donc, c'est à peu près 1 mois minimum. La difficulté, c'est que souvent, pour vous, ça tombe sur des dates où il y a genre le mois de juillet, où il n'y a pas forcément grand-chose. Au mois d'août, il n'y a rien. Le mois de janvier est pourri aussi. Donc, il faut réussir à trouver des périodes où ça colle. Maintenant, ça marche beaucoup par réseau. Moi, par exemple, c'est vrai qu'il y a un expert en tableau avec qui je travaille beaucoup. Régulièrement, il me dit ah tiens Thomas, j'ai tel stagiaire qui était vachement bien. Est-ce que tu peux le prendre ou la prendre en stage en 6 mois? Je veux dire bah oui, je réserve la place, il n'y a pas de problème. Donc ça marche aussi beaucoup comme ça. C'est à la fois difficile et compliqué d'avoir un stage. Enfin, c'est plutôt à la fois facile, pardon, c'est un lapsus, et compliqué d'avoir un stage. Il faut envoyer, il faut démarcher, il faut regarder, voilà, il ne faut pas hésiter. Après, si un jour vous voulez faire un stage dans une étude, vous me demandez aussi et on trouvera une date.
pour que vous puissiez faire un stage à un moment donné. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est le contexte actuel avec le Covid n'a pas… Je veux dire, un stagiaire, c'est 500 balles par mois, comme vous le savez. Donc, notre problème aujourd'hui, nous, il est à la fois financier, mais il n'est pas sur la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'entre guillemets, du boulot, il y en a à faire. Des choses, il y en a à faire. Donc, quelqu'un qui va vous dire bah non, je ne prends pas de stagiaire à cause du Covid, ça m'étonnerait. Voilà. Aujourd'hui, on va plutôt être sur je n'embauche pas ou je licencie, mais pas je ne prends pas de stagiaire. Ou alors, ça va être je fais l'économie, je ne fais pas de catalogue pour ma vente. Mais le boulot, il reste à faire à un moment donné. Donc, les stagiaires dans les études, de toute manière, sont… nous, on en a, par exemple, nous, on est une toute petite étude, hein, on a 4 salariés, mais on a en permanence 1, voire 2 stagiaires. On a même pris quelqu'un en alternance, une semaine sur 2. Chez Arcurial, il y a une ribambelle de stagiaires. Chez Sotheby's et Christie's aussi. Voilà. On a, entre guillemets, besoin toujours de… C'est pas péjoratif, hein, parce que je l'ai été très longtemps, mais de petites mains pour donner, pour aider. Et le deal, c'est aussi, vous faites des heures, mais on vous apprend des choses, quoi. Et puis, moi, les stagiaires que j'ai eus qui étaient bien, j'en ai eu aussi quand même beaucoup, enfin, en tout cas un certain nombre, qui ont eu l'examen ou qui ont trouvé un travail. Voilà. Et ma stagiaire préférée que j'ai eue, ma meilleure stagiaire, quand elle a trouvé un boulot, ses patrons actuels, ils m'ont appelé en me disant tiens, il y a un tel qui demande un stage, il paraît que tu la connais. Je lui ai dit oui, c'est la meilleure stagiaire que j'ai eue. Ils l'ont pris en stage et puis après, ils l'ont embauché. Voilà. Ça fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Voilà. Mais il y a effectivement les réseaux qui sont très importants dans notre métier, qui comptent, mais ce n'est pas systématique. Vous allez forcément trouver des gens aussi qui collent à vous, qui collent à votre parcours, qui collent à votre personnalité. Pour ma part, par exemple, je préfère prendre quelqu'un, moi, quand on m'envoie un CV en me disant j'ai déjà eu ça, hein, il n'y a pas très longtemps, où la personne a eu mention très bien au bac, en gros, se vanter de toutes ses notes, j'avais aucune envie de la prendre en stage. Parce que les meilleurs stagiaires que j'ai eus, ce n'est pas ceux qui ont eu les meilleures notes. Hein. Et j'ai privilégié des gens qui avaient eu en fait le même parcours que moi. En me disant, tiens, elle est plutôt à la fac, ça va être plus dur de trouver un stage pour elle ou pour lui, et donc je préfère lui prendre lui. Donc, il n'y a pas il n'y a pas forcément de règles à ce niveau-là. D'accord, merci. De rien. Pour nous, donc, de notre côté, les questions, c'est bon. Est-ce que quelqu'un en a une autre? Ou est-ce que M. Muller veut ajouter quelque chose? Je pense qu'on a eu pas mal d'infos, une présentation assez complète. Voilà, donc merci beaucoup pour ça. Et puis, n'hésitez pas à la rigueur, si vous voulez, vous pouvez aussi transmettre mon mail pour ceux qui le souhaitent. Si certains veulent avoir des informations complémentaires sur le métier ou si vous en avez justement qui veulent faire des stages à un moment donné, voilà, je ne dis pas que je pourrais forcément parce qu'on est limité en nombre aussi et tout ça, mais voilà, n'hésitez pas à transmettre à ceux que ça intéresse et ceux qui ont envie de voir les choses et de faire les choses en direct. Et puis surtout, n'ayez pas peur, allez à Drouot. Drouot, c'est public. Là, ce sont des ventes publiques, donc c'est ouvert. C'est fermé à personne, c'est gratuit de rentrer et ça vous donnera aussi un peu les ambiances et ça vous permettra de vous rendre compte aussi si ça vous intéresse véritablement ou pas. Voilà. Merci beaucoup, franchement. C'était très complet en fait. Donc, non, mais c'est vrai, ça apporte une image concrète de la profession et avec les informations dont on aurait besoin. Donc, c'est cool, merci beaucoup. Ok. Bon courage à vous tous, hein, parce que ça doit être quand même chiant de suivre des cours uniquement en vidéo. Hein. Je pense que j'aurais détesté ça. Et que je pense que j'aurais surtout rien foutu. Mais bon courage à vous, parce qu'il y a des examens qui arrivent bientôt, non? Ouais, à la rentrée des vacances de Noël. Ah, en plus, super, après les fêtes. Bon bon courage à vous tous. Hein. Merci beaucoup. On rappelle une dernière fois que la vidéo
sera disponible sur le site de la CIB d'ici peu, Ok. avec les autres conférences qu'on a pu faire pendant la SMB. Bon, bah, très bien. Baba Ça veut marche. rajouter quelque chose à la fin. Oui, alors on vous rappelle que d'autres formations sont disponibles sur le site concernant les métiers du droit, notamment les mandataires judiciaires, les juristes d'entreprise et une conférence intitulée « Il n'y a pas qu'avocat dans la vie ». Et il y aura aussi une autre conférence aujourd'hui même à 18h sur le métier de magistrat. Donc voilà. Ouais, que des boulots de merde, quoi. Non, je plaisante, ça va. Merci encore en tout cas. Franchement, De merci rien. beaucoup. Allez, au Bonne revoir. soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.